Bonjour. Bonjour Didier, Tu es donc médecin, diplômé depuis 84, c'est ça, ouais. Spécialiste en anesthésiologie. c'est ça aussi. Je vais m'arrêter, et un droit de pratique depuis 92, et tu as tout un parcours dans différents hôpitaux et dans différentes instances. Mais ce qui m'intéresse là tout de suite, le mot sur lequel j'ai presque bugué, c'est anesthésiologie. Oui, Parce qu'en fait, de mon point de vue, ce que je vois sur les 3 ans qui viennent de passer, j'ai l'impression qu'il y a encore une grande partie des populations, pas forcément que de la Suisse, qui sont sous anesthésie. absolument. Quel parallèle tu fais avec ton métier? Ah bah tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, là, dans l'état de conscience. Oui, C'est vrai qu'en tant que médecin anesthésiste, je dirais pas qu'on joue avec la conscience, mais on travaille avec la conscience. Quand des opérations sont nécessairement effectuées, et qu'on cherche à ce que le patient soit inconscient ou semi-conscient ou sédaté ou on lui donne des anxiolytiques, etc. En anesthésie générale, les gens perdent la conscience, c'est-à-dire perdent la conscience qu'ils ont de l'environnement et de la perception qu'ils peuvent avoir de l'environnement. C'est pas complètement exact puisque la perte de conscience en anesthésie n'est pas l'équivalent d'un sommeil naturel. C'est induit, c'est une perte de conscience induite par des médicaments qui fait que vous n'allez pas vous souvenir, vous rappeler d'événements potentiellement désagréables que votre corps va vivre pendant ou subir pendant une intervention chirurgicale. Alors, ce qui est très troublant, la conscience, ça m'a tout de suite intéressé quand j'ai commencé l'anesthésie, puisque j'avais fait une thèse de doctorat sur les pertes mnésiques post-opératoires, puisque j'avais entendu de nombreux patients dire depuis cette anesthésie, j'ai tellement de peine à me souvenir des numéros de téléphone, des choses comme ça. Donc, comme j'avais une expérience en neuropsychologie chez le professeur Assal, que j'avais fait 2 mois de stage là-bas, que j'avais été très intéressé par cette question, je me suis dit, je vais mettre en pratique ce que je sais en neuropsychologie pour faire des tests de mémoire chez les gens qui ont subi des anesthésies générales et des anesthésies loco-régionales pour le même type d'intervention. Euh, voilà, donc tout de suite, ça m'a intéressé quel impact l'anesthésie peut avoir sur certaines facultés mentales. Et petit à petit, lorsque je me suis continué à m'intéresser à l'état de conscience, je me suis rendu compte que comme la mémoire, la conscience n'est pas un élément qui est sur lequel on appuie on-off. La conscience, c'est quelque chose de linéaire. On peut être profondément comateux au point de ne plus rien percevoir et avoir à l'opposé un état de conscience qui vous donne en apparence l'apparence de la conscience, mais qui vous a fait, par exemple, perdre un certain nombre de mémoires que vous auriez d'éléments que vous êtes en train de vivre. Un médicament est particulièrement performant pour cela et on touche vraiment à la problématique de l'état de conscience et de la mémoire. C'est un médicament qui a une benzodiazépine, c'est souvent un somnifère, on appelle. C'est le dormicum ou le midazolam, qui est d'ailleurs relativement largement utilisé en anesthésie, en tout cas de mon temps, qui a une vertu particulière, c'est qu'il rend amnésiques les gens à qui on donne ce médicament à dose suffisante. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ne se souviennent pas de ce qu'ils ont vécu sous l'influence de ce médicament, mais ils sont quand même présents. Ils sont capables de vous répondre. ah oui, Ils ont vécu un certain nombre de choses et ils ont une interaction avec vous en temps réel. Mais ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit, etc. Donc, c'est assez troublant de constater que des gens peuvent vivre quelque chose sans avoir le souvenir de ce qu'ils ont vécu. C'est un peu la même continuité qui existe dans le domaine de la mémoire, où il y a une espèce d'éventail comme ça entre la mémoire explicite qu'on a d'événements que l'on peut relayer parce qu'on a un état de conscience suffisamment
fort et c'est une appréciation suffisamment forte dans la mémoire que on va vous dire, bah, le 2 juin telle année, j'ai vécu ça, je me souviens très bien, j'étais avec un tel, etc. Ça, c'est la mémoire explicite d'événements que vous êtes librement capable de pouvoir exprimer. Et il y a la mémoire implicite. La mémoire implicite, c'est vous avez vécu un certain nombre de choses, mais vous vous souvenez pas précisément quelle date, avec qui. Le souvenir de visage, par exemple, c'était parlant. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. C'est la mémoire implicite qui parle, qui est beaucoup plus ténue, qui est moins consistante, moins précise, mais qui a une énorme valeur. On pourrait d'ailleurs faire le parallèle avec le caractère éducatif que l'on reçoit durant tout son parcours d'enfance. Qu'est-ce que vos parents vous donnent ou vous ont légué en matière de patrimoine? Ce n'est pas forcément des éléments très précis dans l'existence. Ça peut être l'exemple donné par une manière d'interagir avec des personnes, de les respecter. Et par force, petit à petit, vous vous imprégnez de ces différents éléments dont vous avez finalement capté, intégré, et c'est aussi une forme de mémoire que vous allez être incapable de pouvoir expliciter de manière formelle, mais qui font partie de ce que vous êtes au final. Donc si on fait le parallèle avec un iceberg, je dirais la mémoire explicite, c'est celle sur laquelle on focalise notre attention, mais c'est la partie en dehors de l'eau. Tout ce qui nous constitue, en fait, j'ai bien l'impression que c'est sous l'eau, c'est moins apparent, mais ça n'en est pas moins important, voire capital. Alors, quel est ton ressenti on est à quelle phase d'anesthésie ou d'éveil à l'heure actuelle? C'est quoi ton sentiment par Ah, rapport à ça? Parce qu'évidemment, c'est juste alors, une approche. il y a sans doute plusieurs explications à ça. Il y en a une qui m'est apparue parce que à la fin de mon parcours professionnel, je me suis intéressé à l'hypnose médicale. Et, lorsqu'on pratique l'hypnose, d'abord au début, on ne sait pas très bien ce que ça signifie l'hypnose. C'est quoi l'hypnose? C'est quoi l'état hypnotique? Et la plupart des gens se font une représentation presque mystique, étrange, fascinante quelque part, parce qu'on joue avec l'état de conscience, effectivement. En fait, ça n'est pas si extraordinaire que ça. On a tous cette capacité à entrer en hypnose. L'exemple le plus à mon avis, le plus frappant qui nous donne une idée de ce que c'est l'état hypnotique, c'est d'observer les enfants qui ont une capacité à entrer dans un état hypnotique exceptionnel. Quand vous regardez un enfant jouer aux Indiens ou aux cow-boys, il ne se pose pas la question s'il joue bien le rôle de cow-boy indien. Il est ce qu'il imagine être ou vouloir être. Donc c'est cette capacité à pouvoir se transposer dans un monde, j'irais pas dire imaginaire, mais dans un autre monde parallèle que l'on vit intensément sans se poser la question de savoir si c'est juste ce que l'on fait ou pas. Ça rejoint un peu les travaux de Csikszentmihalyi sur le flow. Je sais pas si tu connais. Oui, 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 Où on est en flow oui, quand on est en train d'utiliser ses compétences intrinsèques et que le oui, défi auquel nous sommes confrontés nous nourrit oui, émotionnellement, oui. positivement. Absolument. D'ailleurs, je pense d'ailleurs l'hypnose ericksonienne ou l'hypnose médicale, quand elle a un but, un objectif thérapeutique, lorsqu'on fait, par exemple, ou on pratique de l'hypnose avec des gens qui ont des phobies ou qui ont des gros problèmes en lien avec une douleur insupportable qu'ils n'arrivent pas à gérer, l'idée est de permettre ou d'accompagner le patient dans la recherche de ressources internes qu'il n'est pas capable de pouvoir utiliser parce qu'il y a des barrières limitantes qui font qu'il ne peut pas les utiliser. Donc l'hypnose, c'est se mettre dans un état différent qui nous permet d'accéder à ces éléments auxquels on n'a habituellement pas accès parce qu'on a trop de blocages et qui nous permet de trouver la source en soi qui nous aide à franchir certaines barrières et à trouver des solutions là où on pense qu'il n'y en a pas. Alors ça, c'est ce que j'appellerais l'hypnose positive, Oui, mais on a, il me semble, vu quand même ces 3 dernières années, oui, que beaucoup ont été hypnotisés, mais pas dans le sens oui, positif, pas pour oui, se libérer ou oui, franchir
les fameuses étapes dont tu parles. Oui, il y a d'ailleurs un travail fascinant, très intéressant qui avait été fait dans un IHU en France, fait par justement des médecins anesthésistes qui étaient intéressés par l'hypnose et qui la pratiquaient, donc l'hypnose, on va dire, positive, et qui étaient étonnés ou frappés de voir à quel point on ne faisait pas attention lorsqu'on accueille les gens dans un bloc opératoire à la signification et la manière de transmettre des choses, le langage, que ce soit le langage verbal ou non verbal. Et ils ont fait tout une sorte de sketch où les étapes que le patient auquel le patient est soumis lorsqu'il arrive dans un bloc opératoire sont systématiquement anti-hypnotiques. C'est-à-dire qu'ils font plonger le patient dans un état d'angoisse de plus en plus aigu parce qu'il interfère avec des personnes qui sont anxiogènes, qui ont un discours anxiogène, qui lui posent des questions. Si vous demandez 5 fois à un patient qui arrive dans un bloc opératoire son nom, son âge, sa date de naissance, pourquoi il vient, pourquoi il est opéré, vous pouvez bien imaginer que c'est un élément qui contribue à un certain état d'anxiété, se dire mais j'arrive dans un monde pour une opération délicate et on ne sait même pas de quoi je vais faire opérer, qui arrive dans une salle d'opération, il doit attendre et on vient lui expliquer que l'intervention qui était venue juste avant la sienne, il s'excuse, ça dure un peu plus longtemps parce qu'il y a eu des complications. Si vous transmettez des choses comme ça à des personnes qui sont réceptives et qui sont dans un état d'angoisse déjà prédominant ou disons préexistant, vous allez aggraver son état d'angoisse. Par contre, et c'est pour ça que c'était intéressant, et c'est pour ça que je l'ai utilisé au bloc opératoire, c'est que si vous aidez tout simplement la personne, vous lui tendez la main, vous l'aidez à sortir de son état d'angoisse en l'accompagnant dans des choses qui lui sont confortables et agréables, vous allez l'accompagner dans un état d'hypnose. J'ai accompagné un jeune homme qui adorait faire du football sur un terrain de foot. Il était en train de faire un match, il m'expliquait comment ça se passait. Il était en salle d'opération, il s'est endormi. Il s'est endormi en plein espace de terrain de foot et en plein jeu. Et il s'est réveillé avec le sentiment d'être toujours sur cet espace-là. Donc toute la partie anxiogène, problématique, il l'a mis de côté transitoirement pour vivre ça de manière plus agréable. J'ai accompagné une fois une personne âgée qui était très angoissée, et la capacité que les personnes angoissées ont d'entrer dans un état hypnotique est exceptionnelle. J'ai été toujours surpris de la facilité avec laquelle on pouvait accompagner les gens en état hypnotique lorsqu'ils sont dans la peur et l'angoisse. Et ça rejoint, évidemment, la problématique à laquelle les personnes, la population a été soumise il y a 3 ans en arrière, lorsqu'on leur a présenté une situation sanitaire catastrophique, hyper anxiogène, où la moitié de la population mondiale risquait de mourir. J'aggrave le trait, mais pour beaucoup de personnes, ça a été un choc, et pour moi aussi, ça a été un choc. J'étais toujours convaincu que l'humanité serait un jour ou l'autre confrontée à une problématique de ce genre. Donc quand c'est arrivé, je me suis dit, voilà, l'hypothèse de travail que j'ai formulée, peut-être qu'elle arrive maintenant. Il va falloir qu'on soit juste dans la manière d'interagir avec ça. C'est vrai que comme médecin anesthésiste, on est régulièrement en lien avec des situations d'urgence. J'ai aussi été très intéressé à la problématique des urgences, des soins intensifs. Donc, acclimater, si on veut, à ces problématiques d'urgence, d'angoisse et de situations difficiles à prendre en charge. Donc, j'ai vu arriver cette histoire-là, et tout de suite, je me suis interrogé. La surréaction qu'il y a eu face à une problématique pour laquelle on aurait dû finalement solliciter le sens des responsabilités des gens. C'est-à-dire les accompagner comme un politicien devrait normalement le faire s'il était respectueux du citoyen, sensibiliser et avoir un côté didactique et explicatif
rationnel, posé, calme. Dire, nous sommes soumis à une problématique de santé publique, une infection probablement grave qui peut survenir et toucher principalement les personnes âgées, mais ça, on n'en est pas tout à fait sûr. Ça, on va vous demander certains comportements pour éviter la dispersion de ce virus. Si vous expliquez les choses comme cela, en faisant référence et en faisant appel au sens des responsabilités des gens, vous avez toutes les chances d'être accompagné et de donner un discours de sérénité. Au lieu de ça, les autorités ont brandi une menace terrible, en ciblant d'ailleurs au passage quelques populations, notamment les populations des jeunes enfants, c'était dramatique, en les présentant comme des infectés asymptomatiques qui risquaient de transmettre cette maladie aux personnes âgées, fragiles et qui risquaient de mourir. Donc on oppose des catégories de la population différentes les uns contre les autres et on génère l'angoisse lorsque cette rencontre peut être réalisée. Donc ça a été une campagne anxiogène, alimentée, hypnotique et anti-hypnotique, si on veut. Elle est hypnotique, mais en fait, elle consolide l'aspect très anxiogène au point que les gens n'ont plus eu les moyens de revenir à la réalité. Et cette réalité, ils ont bien, à mon avis, de la peine à revenir à une forme de rationalité. Et on l'a vu encore récemment avec la dernière votation à laquelle on a vécu, qui montre qu'en fait, la majorité des personnes qui sont allées voter n'ont pas eu une réflexion rationnelle sur la question qu'on leur a posée. Est-ce qu'on peut remettre ça sur la notion de conscience? Oui, peut-être. Je verrais qu'il y ait un entretien depuis 3 ans d'un état anxiogène et perturbant. Et dans cette situation où les gens n'ont pas la capacité de pouvoir juger par eux-mêmes le bien fondé de ce qu'on leur dit, bien sûr qu'on peut aller chercher, mais il faut chercher. C'est ça, oui. Après, il faut avoir la curiosité, il faut avoir l'esprit critique, et il faut avoir ce pas quantique gigantesque pour un Suisse moyen de se dire, mais au fond, peut-être nos autorités ne défendent pas nos intérêts. Ce qui est un saut quantique, et c'est un saut extrêmement difficile parce que tout d'un coup, on se coupe de ce que l'on considère comme étant le protecteur et l'autorité à la fois. Et s'autoriser de remettre en question cette posture-là de la part de nos autorités, c'est, je pense, un passage qui est extrêmement difficile pour une bonne partie de la population. C'est comme dire à un prêtre intimement convaincu qu'il a la foi que Dieu n'existe pas. Ah oui, disons, en l'occurrence, je pense qu'une bonne partie de la population qui ne s'est pas offert la liberté et la légitimité de remettre en question ce que les autorités leur ont présenté, y compris les mesures qui ont été prises, même si parfois elles étaient totalement dénuées de bon sens. Mais les gens ont continué à accepter l'idée selon laquelle le papa, les autorités, enfin ce qui incarne l'autorité, devait être par définition juste. Perdu quelque part leur autonomie et leur souveraineté sur eux-mêmes. Ils se sont ralliés à accompagner. Et c'est là que je reviens à une notion que je trouve assez intéressante dans l'hypnose, puisqu'on en était dans la représentation de ce que peut être l'hypnose. On essaye de mettre les deux éléments ensemble qui sont les deux verbes qui sont croire et voir. Habituellement, lorsqu'on a un état de conscience qui est de l'éveil et qu'on est suffisamment conscient pour prendre en considération tout ce qu'il y a, on croit ce que l'on voit. C'est nos sens, c'est le toucher, c'est la vision, ça nous donne le lien qui nous relie à la réalité du monde, et cette réalité, on la construit autour des sens. Donc, on croit ce que l'on voit. Dans la situation à laquelle on a vécu, on a l'impression que les gens ont finalement vu
ce que on leur a donné à voir. Les gens ne s'autorisent pas à remettre en question l'autorité et considèrent que l'autorité, c'est la personne qui va leur donner la vérité et la réalité. Donc, quelque part, ils s'imprègnent tellement des éléments qui sont donnés par les autorités qui finissent par voir ce qu'ils croient ou ce qu'on leur donne à croire. Donc, c'est vraiment une inversion totale de la manière dont on conçoit la relation qu'on a à l'environnement, à la réalité. Et je pense qu'il y a une forme d'allégeance de la population à ce type de vision. On finit par voir ce que l'on croit, que les gens sont entretenus comme ça dans un état d'hypnose qui n'est pas la réalité. Il y a aussi un fait qui est intéressant, c'est que les gens qui croient, je veux dire, implicitement, ou qui finissent par voir ce qu'ils croient, se nourrissent souvent de livres, d'informations qui les confortent Oui, dans ce qu'ils oui, croient. Donc on rentre dans une boucle infernale où oui. les gens développent cette notion de raison. C'est-à-dire, ils sont plus dans l'ouverture, qu'on pourrait dire spirituelle, pour essayer de voir s'il y a une autre façon de comprendre, une autre façon de voir, mais je recherche les éléments pour avoir raison. Oui, c'est ça. Mais c'est pas d'ailleurs que les autorités qui ont joué ce Oui, jeu-là. Si je te suis bien, effectivement, on va étendre l'outil qui est capable de nous entretenir dans un état de non-éveil ou de non-critique. Ça a été toute la propagande qui a été faite via les médias. Il y a des choses quand même assez troublantes qui ont été, pour moi, troublantes parce que j'ai été quelque part, je dirais pas une victime, mais au moins, disons, j'ai été mis de côté d'un corps médical auquel j'appartenais, qui sur lequel tu défendait t'es consacré et qui était ta vocation. absolument. Donc, si vous voulez, j'aime pas tellement ce terme, j'aime pas tellement ce terme, mais c'est mes frères. Oui, C'est mes frères professionnels, c'est des gens avec qui je partage des valeurs, une éthique professionnelle, etc. Et c'est ceux-là qui m'ont attaqué parce que j'ai osé rappeler un certain nombre de valeurs que je voyais bafouer et disparaître devant moi face à ce qui est arrivé. Donc, effectivement, la propagande, ce qui est considéré comme les autorités, alors je parle des autorités politiques, conjointement avec ce que les gens ont identifié comme étant les autorités médicales, ça jouait un rôle terrible d'imaginer que les références absolues médicales disent un peu toute la même chose, et puis de temps en temps, il y a une espèce d'électron libre, un illuminé anti-vax qui délire, dont je fais partie, qui dit tout autre chose. Donc, ces personnalités qui ont osé sortir du bois pour exprimer beaucoup de critiques ont été très vite marginalisées en les affublant de titres, de complotistes, etc. Ce qui est une méthode qui évite d'entrer en matière dans la discussion. tout à fait. Je te donne juste cet épisode de mon existence lorsque j'étais encore au comité de la Société vaudoise de médecine, où on était en interaction et en questionnement, pas beaucoup, hein, sur cette épidémie. On était très rangé sur ce qui était normal d'exprimer. J'ai quand même émis à un moment donné, comme je voyais énormément de tensions autour de la campagne vaccinale, dans des conditions qu'on va peut-être rappeler, mais que tout le monde connaît, qui, à mon avis, n'étaient pas acceptables pour des raisons de proportionnalité notamment et de risque pour la population. On a accepté l'idée de vacciner la planète entière avec un procédé expérimental. Vu la pression qui s'est exercée dans la population pour qu'elle se fasse vacciner, et que j'étais resté dans l'idée vraiment, pour moi, capitale sur le plan éthique, de laisser la personne concernée décider par elle-même si elle serait en accord avec une vaccination ou pas, et que cet accord devait être réalisé, son consentement devait être réalisé avec toutes les explications nécessaires,
j'ai exprimé le fait à mes collègues le fait que la Société vaudoise de médecine, les médecins, devaient rappeler à la population pour apaiser cette tension qu'elle soutenait l'idée comme quoi la vaccination était facultative et qu'il fallait y aller en connaissance de cause. J'ai dû dire quelque chose de tellement énorme que la seule réaction primaire que j'ai eue d'une violence inouïe, ça a été « tu es un danger public ». Voilà la réponse que le président de la Société vaudoise de médecine m'a donnée lorsque j'ai rappelé les valeurs éthiques profondes des droits fondamentaux de la personne malade ou, disons, qui est susceptible de se faire vacciner. Donc j'ai tout de suite compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui sortait, disons, du cadre habituel de l'exercice professionnel. Extrêmement troublant et très choquant. J'ai été aussi très choqué de voir finalement des réactions relativement ténues de mes collègues lorsque j'ai exprimé le fait que, compte tenu de la gravité qu'on commençait à connaître du virus, il était légitime d'offrir cette forme de liberté aux personnes, que ça devienne quelque chose de facultatif et qu'on aille au-devant d'une vaccination en connaissance des causes et totalement libre. Ça n'a pas fonctionné et dans une phase ultérieure, lorsque j'ai rappelé les statistiques que l'on connaissait de l'époque de la gravité ou de la létalité du virus, donc la létalité c'est le pourcentage ou la proportion des personnes touchées, donc atteintes, qui décèdent. Donc vous êtes atteint, on sait que vous êtes infecté, et parmi l'ensemble de la collectivité, seul 0,3% de la population, tout âge confondu, risque de mourir. Alors c'est probablement un tout petit peu plus qu'une grippe saisonnière, mais lorsqu'on décline ces 0,3% et qu'on regarde quel type de population risque de décéder, on s'aperçoit que 87% des gens qui décèdent de ces 0,3% sont des personnes qui sont plus âgées que 75 ans et 10% entre 65 et 75 ans, et seuls 3% de ces 0,3% sont des personnes qui ont moins de 65 ans, ce qui permettait quand même de relativiser un peu la problématique. Lorsque j'ai exprimé ça, j'ai eu la réaction très courroucée de nouveau de ce président qui m'a dit que j'avais dit des contre-vérités et que j'étais une honte pour la collectivité médicale. Je lui ai dit, mais peux-tu m'expliquer pour quelles raisons tu adoptes cette attitude à l'égard d'éléments que j'ai exprimés qui sont purement factuels? Et que tu n'as pas inventé. Et que je n'ai pas inventé, j'ai sorti les statistiques officielles, rien d'autre. Réponse, tu sais bien. Donc, face à une réponse comme ça, je me suis bien rendu compte que l'accessibilité à un discours contradictoire, qui est l'essence même de l'esprit scientifique, c'est la remise en question, le doute, c'est d'interagir pour exprimer des choses différentes et respecter son interlocuteur autour d'une discussion entre personnes qui sont de bonne volonté pour essayer de faire émerger une vérité ou la vérité. J'ai là compris qu'on n'était plus du tout dans ce monde-là. Mais alors, tes collègues, ils étaient sous hypnose ou ils obéissaient à des ordres? Alors, pour ce qui est de la population, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la population, je pense qu'il y a une bonne partie de la population était un peu sous hypnose, a suivi finalement le discours majoritaire via la propagande, les autorités médicales, tout était très bien ficelé pour qu'on adhère à ça, même si de temps en temps on trouvait qu'il y avait des choses un peu spéciales, on s'autorisait pas parce que la majorité des personnes n'ont pas l'expertise pour pouvoir le faire. Alors c'est vrai qu'en tant que médecin, on est peut-être plus habilité à saisir un certain nombre de choses scientifiques ou pour essayer de remettre en question. Ce que j'ai compris, alors évidemment j'ai interagi avec des collègues qui ont eu le courage de s'exprimer, qui l'ont payé cher d'ailleurs. Quand on voyait d'ailleurs comment en France ont été traités ceux qui ont eu le courage de s'exprimer, on remarque qu'il y a eu une répression terrible
Absolument. Et autour de moi, j'ai quelques collègues qui ont subi des intimidations, l'agression du médecin cantonal, dont c'est pas le rôle. Le médecin cantonal n'est pas, excuse-moi du terme, c'est pas le flic de l'exercice de la médecine qui est normalement libre. Et la liberté thérapeutique, elle existe, à moins d'être face à un médecin qui fait n'importe quoi et qui fait prendre des risques aux patients dont il a la charge, auquel cas le médecin cantonal a la légitimité d'intervenir. La liberté thérapeutique existe, et donc il faut laisser libre les médecins de pratiquer. Donc l'intimidation aussi exercée par les médecins cantonaux des différents cantons en Suisse m'a beaucoup interpellé, et j'ai vu des médecins souffrir de cela. Alors quand vous avez une famille à nourrir, un cabinet médical, des personnes qui vivent dans votre cabinet médical, qui sont salariés de votre cabinet médical, une patientèle, et qu'on vous menace de fermer votre cabinet médical, ou vous empêcher de travailler, ou vous retirez votre droit de pratique, on peut bien imaginer que face à cette pression, on rentre un peu dans les rangs pour pouvoir continuer son activité clinique comme on le souhaite. Ce qui m'a beaucoup surpris par contre, et là je n'ai pas encore véritablement d'explication, je pense que l'explication c'est les autorités médicales qui disent certaines choses, les médecins doivent suivre, mais pourquoi les médecins ne se sont pas autorisés à soigner? Pourquoi les médecins généralistes n'ont pas revendiqué de dire les patients malades, au lieu de rester à la maison, venez chez nous, on va essayer de vous traiter. Et se sont pas offert la liberté de traiter. Ceux qui l'ont fait l'ont payé très cher. Et on est rentré dans un monde où on a interdit un certain nombre de médecins qui, en leur âme et conscience, ont traité avec des médicaments qui n'étaient pas dangereux. Donc, j'ai très vite quand même réalisé qu'on était face à un monde auquel je n'avais pas été habitué jusqu'à présent. Une véritable révolution. Et cette crise sanitaire que l'on a vécue, finalement, est l'illustration d'une crise du système de santé, d'une crise des valeurs. Et si effectivement on laisse faire, je pense que un médecin ne pourra plus être appelé médecin au sens où on l'a compris par le passé. Et la même chose pour un scientifique. Donc on est dans un monde où on doit se conformer à une forme de dictature sanitaire où on vous dit comment vous devez exercer votre métier et qu'est-ce que vous devez dire et qu'est-ce que vous devez faire. Donc ça c'est très inquiétant. Parce que derrière, évidemment, il y a des enjeux économiques. Donc, on est face à j'aime assez ce parallèle, parce qu'il y a un peu de morale quand même là derrière. C'est que quand on voit le parallèle qu'il peut y avoir entre le cadre économique dans lequel on vit et le cadre médical ou de science dans lequel on vit. On a vu passer progressivement le cadre économique, on a vu passer la financiarisation de l'économie, où en fait le but n'était pas avec l'argent ou les moyens dont on dispose de créer quelque chose de nouveau, mais on développait quelque chose qui nous permette de chercher l'argent pour l'argent, le bénéfice pour le bénéfice pour le pouvoir. Et quand on est arrivé à un système de financiarisation tel qu'on peut spéculer sur la faillite de l'autre, et donc gagner de l'argent en spéculant sur la faillite de l'autre, cette perversion-là m'a fait prendre conscience que le système économique devenait très pervers et très peu moral. Et le système de santé aujourd'hui évolue vers quelque chose qui est pas si éloigné, puisqu'aujourd'hui, à mon sens, il faut voir quels ont été les grands bénéficiaires économiques de cette crise. Et c'est toujours la question. Aujourd'hui, on sert davantage les bénéfices des grandes entreprises pharmaceutiques que la santé.
Je suis désolé de le dire parce que c'est douloureux pour moi d'arriver à cette conclusion. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles je suis très opposé à l'idée que l'OMS vienne dicter à l'ensemble des pays adhérents la manière d'interagir en cas d'épidémie, la vaccination est laquelle, lorsque l'on sait que maintenant l'OMS est financée à 80% par des fonds privés qui ont eux-mêmes des intérêts dans les produits que l'OMS pourrait être amenée à promouvoir. Donc on va vers un glissement extrêmement dangereux où l'intérêt n'est plus la santé des patients, mais la santé où les patients deviennent des outils qui permettent à ces grandes entreprises d'engranger davantage de bénéfices. Alors, face à ce constat, comment on se réveille ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire prendre conscience? Je vais même pas utiliser le mot réveil, je vais utiliser simplement le mot élever les consciences, faire prendre conscience. D'après toi, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Parce que je comprends tes explications par rapport aux médecins. C'est vrai que quand on a des charges, des crédits, qu'on est coincé dans un système, on essaye de passer au travers, bien que si on a une certaine conscience, ça ne doit pas être simple tous les soirs. Oui, absolument. J'essaye justement de réveiller la conscience de certains collègues qui n'osent pas sortir du bois, qui n'en pensent pas moins d'ailleurs, j'en ai quand même beaucoup. D'autres qui prennent le risque, avec lesquels j'interagis régulièrement. Mais j'aimerais un réveil. J'aimerais quelque chose d'un peu plus consistant parce que j'ai l'impression quand même, ou j'espère quand même, que la grande majorité des médecins ne vont pas suivre docilement et scier la branche sur laquelle ils sont posés. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de se donner pieds et poings liés à des autorités qui vont leur dire comment ils vont dorénavant travailler et comment est-ce qu'ils vont soigner. Oui, mais il y aura même plus, avec l'intelligence artificielle qui arrive, il y a un paquet d'actes que le médecin ne remplira plus. Donc s'ils acceptent, ils vont supprimer. Absolument. Et on aura besoin de gens qui savent faire des piqûres pour faire les vaccins et pour donner des pilules. Oui, absolument. C'est tout ce dont on aura Mais besoin. on a déjà quelque part commencé cet aspect-là très finalement mécanique ou très mécanique de pratique professionnelle. Lorsque la vaccination est arrivée, enfin cette vaccination, excusez-moi du terme, parce que pour moi c'est pas une vaccination, c'est injection, voilà. Donc cette injection à but d'immunisation sans immuniser, puisque en parenthèse elle n'immunise pas, j'ai exprimé le fait que, vu les conditions en particulier dans lesquelles ça a été effectué, il serait bon de replacer le corps médical là où il doit être, c'est-à-dire être celui qui va réaliser ça, pour qu'il soit face à ses responsabilités et qu'il ne se dégage ou ne se défausse pas de ses responsabilités pour un acte que je considère comme étant un acte médical, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une pseudo-vaccination dont on ne connaît pas les effets à long terme. Ce risque, les médecins auraient dû le prendre et le revendiquer. J'aurais espéré qu'ils le revendiquent. Certains l'ont fait parce qu'en bonne conscience, ils ont cru, et probablement pour certains, ils le croient encore, que c'était pour le bien de la collectivité. Donc, dans ces conditions, pourquoi pas? Mais vu le nombre de personnes qu'il fallait vacciner, on a délégué à les vaccinodromes, on les a même appelés comme ça, le soin de vacciner ou de piquer, d'injecter des personnes avec un produit dont on ne savait pas quel était son degré d'innocuité. J'ai été surpris de voir que le corps médical ne cherchait pas à revendiquer aussi largement, d'assumer son rôle. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que cela préfigure une médecine sans médecin, c'est-à-dire une médecine qui est réalisée par des exécutants mais qui n'ont pas les caractéristiques habituelles de ce qu'on appelle médecin.
Donc l'intelligence artificielle en fait partie. Au demeurant, le terme intelligence artificielle me paraît contradictoire. Enfin, ces deux mots me paraissent contradictoires parce qu'une intelligence ne peut pas être artificielle. C'est-à-dire Si tu conçois l'intelligence selon la conscience. exactement. Et c'est pour moi, l'intelligence n'est pas seulement la capacité déductive, je dirais le caractère capacité cognitive très très précise, mais c'est plutôt la capacité d'intégrer la dimension humaine de l'intelligence, Émotionnelle. émotionnelle également, spirituelle, et l'intelligence prend en compte cet élément-là que l'ordinateur ou que l'intelligence artificielle n'a pas. Elle applique, c'est un ordinateur, il va le faire merveilleusement bien, il se souvient de tout, il a une mémoire exceptionnelle, il a une déductibilité exceptionnelle, il a une capacité de pouvoir interagir avec la personne avec lequel il interagit pour essayer de le convaincre, de lui expliquer. Enfin, les capacités de l'intelligence artificielle sont exceptionnelles, mais pour moi, c'est pas de l'intelligence. Et on ne devrait pas utiliser le terme intelligence lorsqu'on utilise la capacité de l'outil informatique. Oui, mais vu sous cet angle-là, pour les gens qui sont dans la matérialité à outrance et sous hypnose, c'est l'outil parfait pour pouvoir leur apporter la réponse Oui, qu'ils attendent. lorsqu'on croit C'est à ça? cela, Oui. oui, les gens qui n'ont que cette vision-là pourraient imaginer que le salut qui vient pour l'avenir, c'est utiliser cet outil. Ce qui est assez troublant d'ailleurs, c'est de constater que le maître à penser du Forum économique mondial, en particulier de Klaus Schwab, c'est Hariri, qui a écrit un premier livre qui s'appelle Homo sapiens. Un autre livre qui vient juste après, qui s'appelle Homo Deus. Eh bien, lorsqu'on voit cette évolution, les capacités que vont nous donner ou nous donnent maintenant aux êtres humains l'informatique, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, puisqu'on est là dans le transhumanisme, certaines personnes peuvent encore imaginer que c'est la direction que l'on doit prendre. Seulement, la dimension spirituelle est aussi incarnée par Dieu, par l'au-delà, par quelque chose dont j'arrive pas à mettre des mots. Non, mais que tu as peut-être croisé avec des gens qui ont vécu des NDE ou dans ton service ou... L'âme, Oui. l'âme, pour l'intelligence artificielle, l'âme, c'est rien. Et effectivement, dans les relations, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'exercice médical, c'est une relation interhumaine dans laquelle deux personnes se mettent ensemble pour trouver une solution à un problème que l'un des deux a. Et dans cette équation-là, la capacité que le médecin a de comprendre, de s'imprégner de ce que exprime son patient, elle est extrêmement importante parce que de cela, il va sortir un traitement ou un accompagnant qui soit ciblé, mais qui soit pas stéréotypé, qui soit pas un protocole à appliquer. Et aujourd'hui, la médecine telle qu'on l'a continué à la pratiquer ces dernières années, j'étais moi-même témoigné de l'évolution finalement très protocolée d'une médecine qui applique des recettes pour traiter une pathologie. Et le patient devient un objet à soigner et plus une personne à accompagner dans une guérison, ce qui est très différent. Et donc, on est en train de perdre cette dimension humaine qui est pour moi fondamentale dans la relation interhumaine. Si on la perd, on deviendra nous-mêmes des robots en croyant que les robots seront là pour nous aider à faire des tâches que l'on rechigne à réaliser. En réalité, on va se transformer nous-mêmes en robots
lorsqu'on va intégrer ces éléments-là pour faire une médecine qui sera une médecine de stéréotypée et protocolée exclusivement. C'est vrai que si nous devenons des objets, la relation spirituelle ou la relation avec Dieu ne peut pas être prise en compte. Oui, tu me parles là de quelque chose qui m'a beaucoup touché et il y a quand même une situation qui m'a interpellé. C'est celle de ma thèse de doctorat. Je t'avais dit que j'en avais fait une sur l'état de conscience et sur la mémoire en particulier. Et je ne sais pour quelle raison, à l'époque, j'ai ressorti une phrase de Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et lorsqu'on est maintenant dans la situation dans laquelle on se trouve maintenant, c'est bien de cela qui manque dans l'évolution de la pratique médicale et de la science. C'est l'âme. Et une science sans véritable conscience de ce qu'on est en train de faire ou réaliser, c'est la ruine de l'âme. Et selon toi, donc, la conscience et l'âme, c'est un couple indissociable. Oui, pour moi, oui. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que l'état de conscience, on peut le voir comme un état d'éveil. Ce qu'on voit lorsqu'un patient sort d'une anesthésie générale, il ne retrouve pas complètement toutes ses facultés. Mais la conscience, c'est aussi d'être capable de pouvoir atteindre ce niveau spirituel qui dépasse la matérialité. Et je pense que là, il y a, bien sûr que quand on sort d'une anesthésie générale, on cherche à retrouver ses esprits, et être reconnecté un petit peu avec le monde, être capable de pouvoir, voilà, ressentir, dire ce qu'on, enfin, exprimer les choses et retrouver sa forme d'intelligence. Mais on est loin de la spiritualité ou des capacités qu'on a, de l'état de conscience qui vous permet d'atteindre à un niveau de spiritualité supérieur. Ce serait quoi ton souhait pour, dans la situation actuelle? Ton souhait pour l'humanité ou ton souhait pour la Suisse ou si vraiment qu'est-ce qui te porte là? Moi, j'espère toujours essayer d'éveiller la population. C'est un bien grand mot, hein, c'est d'ailleurs très prétentieux de ma part finalement. Mais lorsque je vois le niveau de blocage et d'impossibilité de certaines personnes de prendre conscience de cette réalité, il faut se réapproprier le droit d'avoir une opinion personnelle. Il faut se couper de la propagande dans la grande majorité des choses. Il faut enfin, je m'excuse, je suis en train de donner des recettes, Vas-y. mais il faut prendre conscience de notre fragilité et de notre situation. Nous allons tous mourir. J'avais envie j'avais envie à un moment donné de commencer une discussion avec d'autres personnes en disant j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Il y en a une enfin mauvaise, une bonne. La mauvaise, c'est que on va tous mourir. La bonne, c'est que nous ne sommes pas éternels. En fait, c'est dire la même chose, mais différemment. Faire prendre conscience qu'on est là sur cette terre et en faire quelque chose, c'est quelque chose de très positif, en sachant que finalement il y a une fin, mais elle fait partie d'une réalité qu'on doit accepter. Elle fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Comme disait Woody Allen, de toute façon, vous n'en sortez pas vivant. C'est ça, de toute façon. La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. C'est aussi une manière d'exprimer les choses. Mais pourquoi vivre dans l'angoisse de la mort? Alors, c'est tout un travail existentiel que d'arriver à la fin de sa vie en étant parfaitement serein face à une échéance inexorable qu'on ne peut éviter. Pourquoi ne pas l'accepter et profiter de cette vie et de ce moment qu'on en a sur cette planète pour en faire quelque chose? Donc déjà, je pense se dégager de cette angoisse très profonde qu'on a, cette mèche que l'on a allumée, anxiogène, et que l'on a transmis à l'ensemble de la population en leur faisant croire qu'avec un virus, ils allaient tous mourir. Détachez-vous de ça, n'ayez pas peur. Votre organisme et vos capacités ont une capacité de pouvoir réagir et réagir très favorablement. Quelle place on a donnée à l'immunité naturelle? Quand on parle de prévention, par exemple, en médical,
J'ai été très surpris de voir que le monde médical, en termes de prévention, n'a pas rappelé qu'il était très utile de prendre de la vitamine D pour booster son appareil immunitaire, que pour avoir un appareil immunitaire qui fonctionne bien, il faut se ventiler, il faut pas être dans le stress, parce que le stress n'est pas bon du tout pour l'immunité, et que ces éléments de base, bien dormir, ne pas être dans l'angoisse et dans l'anxiété, ces éléments de base, on aurait dû les transmettre à la population. Au lieu de ça, on leur a dit, la seule issue, c'est de vous faire injecter. Il y avait un petit côté manipulatoire. Complètement, complètement, complètement. L'objectif principal, c'est même caricatural, c'est vraiment d'injecter la planète entière. Enfin, il faut que tout le monde ait recours à ça, comme si ça devenait une nouvelle normalité. Une nouvelle religion? C'est la religion de la science et de la médecine telle qu'elle est dépravée quelque part. C'est pas celle que je connais, oui. mais celle dans laquelle on s'oriente maintenant, c'est effectivement une forme de nouvelle religion. On peut plus la remettre en question. Ça devient un dogme et ça devient une forme de totalitarisme sanitaire. J'en suis convaincu. Donc il faut vraiment tâcher d'éviter ça et faire reprendre conscience, surtout la population, qu'elle arrête de regarder les médias anxiogènes, qu'elle s'offre la possibilité d'interagir avec d'autres, de discuter calmement de cette réalité, qu'elle aille chercher des informations là où elles se trouvent, parce qu'il y a des tas d'informations qu'on peut aller trouver de scientifiques qui osent, qui s'expriment et qui ont un discours tout à fait compréhensible et entendable par le commun des mortels. Et à ce moment-là, on peut revenir à une forme de paisibilité et de rationalité que la grande majorité des personnes ont perdu, malheureusement. Eh bien, pour terminer cet entretien, je vais juste livrer mon sentiment de la situation. J'ai ce sentiment profond que nous sommes dans une guerre spirituelle, une guerre de religion. Je viens un petit peu te taquiner en te disant, on a fait croire que la vaccination, c'était la nouvelle religion, la nouvelle croyance, ouais, qui allait nous sauver la vie. Face à une spiritualité, on n'est pas obligé de parler de religion, chacun peut avoir sa spiritualité à son niveau. Et j'ai l'impression qu'on est dans ce combat-là à l'heure actuelle. Oui. Et j'ai l'impression que via ce niveau de spiritualité, il y a quand même des gens qui s'éveillent. C'est mon espoir, c'est mon optimisme. Oui, ben j'espère que tu dis vrai. Moi, je pense qu'effectivement, c'est fait partie des valeurs de l'humanité. Si l'humanité n'a plus de spiritualité, c'est plus l'humanité, c'est des robots. Donc, c'est vrai que j'attends réémerger cette spiritualité, j'ai de la peine à mettre des mots là-dessus. Je trouve qu'on est effectivement maintenant dans un monde tellement matérialiste. C'est comme avoir et être. On construit des sociétés entières. Les États-Unis, pour moi, c'est la caricature de la confusion de ces deux verbes, avoir et être. C'est une société dans laquelle on n'est pas si on n'a pas. Et on mesure ce que la personne est par ce qu'il a. Donc, lorsqu'on est dans une société où on est tellement matérialiste, tellement ancré sur le fait de posséder, d'avoir, il est difficile du même coup d'exister indépendamment de cela. Et je pense qu'il faut se réapproprier cette capacité qu'on a d'être sans avoir, D'oser être. D'oser être sans avoir, sans forcément avoir. Et je dirais un petit plus, enfin plus, c'est pas une question de plus, mais je suis toujours étonné de voir qu'avec le monde virtuel auquel on est constamment en contact, on se détache de plus en plus du monde réel, qui est bien plus magique, impressionnant et captivant que ce monde virtuel qu'on nous présente comme étant si chatoyant. C'est une forme de leurre qu'on représente aux enfants que de leur donner la capacité de s'émerveiller dans une hypnose totalement irréelle, dans un monde qui n'est pas le vrai monde, alors que le monde si exceptionnel et si captivant, si essentiel, c'est le monde réel, la nature, l'observation de la nature, la conservation de la nature. Et je pense que on doit se réapproprier le respect de l'habitat, de notre habitat, et tout naturellement,
viendra l'éveil de la spiritualité en même temps. Quand on a un véritable contact avec la nature, on peut s'éveiller à la spiritualité. Et la nature nous informe. Ah oui, elle nous parle. Absolument. Et il faut simplement se donner un peu de temps, pas être pressé, et la laisser venir à nous. Merci beaucoup, Philippe. Mais merci à toi, Didier.